Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africa Télévision, la chaîne du continent. Et je suis très heureux, ainsi que toute l'équipe d'À votre avis, de vous retrouver pour notre rendez-vous du vendredi soir. Et je vous en remercie. Nous avons déjà débattu de l'exemple grec pour savoir s'il pouvait inspirer les Africains contre la technostructure financière qui dirige le monde. Nous nous sommes ensuite demandé s'il fallait des réformes ou une gouvernance de rupture. Ce soir, nous abordons la troisième partie de notre engagement pour poser la problématique de savoir quelles réformes faut-il pour l'État post-colonial africain 55 ans après les indépendances. À ce sujet, deux questions nous viennent à l'esprit. Quels sont les secteurs prioritaires à réformer dans les États post-coloniaux africains et face au constat patent de leur échec? Deuxièmement, comment réforme-t-on des États politiquement anémiés, sous perfusion budgétaire internationale permanente, structurellement corrompus, accrochés à une monnaie de singe ou à tout le moins une monnaie de suggestion, avec des peuples subornés et abrutis de pauvreté, un leadership vassalisé, incompétent et jouissif, le tout fondé sur une mémoire historique en perdition parce qu'en déshérence identitaire. Oui, comment fait-on dans ces cas-là? Comment réforme-t-on de tels États? Pour y répondre, et c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois ce soir sur le plateau d'À votre avis, M. Ousmane Sy, ancien ministre du Mali, expert en questions de réforme, et Dr Ablaye Niang, économiste et président de Niang Foundation. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation d'Africable Télévision pour éclairer nos téléspectateurs sur ces problématiques essentielles. Merci de l'invitation. Merci. Qu'en pensent les Africains? Pour le savoir, suivons le micro-trottoir d'À votre avis. Même les présidents africains sont élus par la France, pas par les Africains. On va être toujours colonisé par la France. Il faut qu'on soit indépendant. Si on ne s'aime pas, on peut pas avancer. Sinon, l'Afrique a eu toujours des bons dirigeants. C'est toujours des textes de l'administration française que nous utilisons pour la plupart. Même les lois en général, ce sont des lois françaises que nous avons adaptées à nos administrations. Donc, il s'ensuit que quand les colonisateurs les ont mises en place, ces lois-là, ce n'étaient pas des lois qui permettaient en tout cas l'émancipation des États africains. Donc, les États africains, à un certain moment, devraient en tout cas trouver les moyens de mettre en place des dispositifs institutionnels qui peuvent leur permettre d'aboutir à terme à leur développement. Quelqu'un qui a l'amour de son pays quand même opte pour un changement meilleur. Donc, à mon avis, je pense qu'il faut quand même qu'ils soient responsables de prendre leur propre engagement face aux différentes situations qui s'imposent. Pour pouvoir réformer les États africains, il va falloir réfléchir en tout cas, par des Africains eux-mêmes pour qu'ils puissent vraiment imaginer des institutions adaptées au contexte socio-culturel, socio-économique, pour pouvoir vraiment prendre en charge la question de développement dans le cadre des réformes structurelles qu'on pourra appliquer dans nos États pour pouvoir assurer le développement de nos États. Mais on a les dirigeants, mais comme on le voit, il y a un peu de manque de cohésion, surtout dans la société, surtout dans notre société. Par exemple, il faut voir nos États, on a des présidents, on a des bons dirigeants, mais nos dirigeants n'arrivent pas vraiment à faire sortir leurs idées qu'ils ont
ils n'arrivent pas à s'exprimer. Face à l'Occident, ils n'arrivent pas parce qu'ils se trouvent vraiment dans une boîte enfermée. En quelque sorte, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Dans ce contexte actuel, il faut un régime présidentiel dont les garanties sont données pour que le président qui va être élu ait les moyens nécessaires et l'indépendance nécessaire d'agir pour l'intérêt et pour la cause des Africains. Tant que ce n'est pas ça, puisque vous voyez, on nous crée, on nous impose un genre de régime comme le régime présidentiel et le régime présidentiel. Et à tout moment, le dirigeant est lié. Quand vous ne pouvez pas prendre de grandes décisions, tant que vous voulez prendre une grande décision, on va créer un truc à l'interne de votre gouvernance. Et parfois, on va vers une cohabitation. Et parfois, quelques jours après, vous allez entendre un coup d'État. Je pense que l'Afrique, c'est pluriel. Alors l'Afrique, ce qu'il lui faut, c'est d'abord des hommes qui sont soucieux et responsables, qui ont vraiment un projet. Nous avons affaire avec alors des hommes politiques, mais nous n'avons pas affaire avec des leaders, parce que les leaders sont des bâtisseurs, alors qui savent ce qu'ils veulent à moyen, à long terme, et qui donnent un contenu à leur vision. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est la vision, c'est aussi cultiver le patriotisme, et de faire en sorte que la jeunesse d'aujourd'hui puisse être des responsables de demain. Quand nous regardons la jeunesse africaine aujourd'hui, ça inquiète parce qu'il n'y a pas de perspective et les gens pensent qu'il faut de l'emploi. L'emploi, c'est pour les hommes. Si les hommes ne sont pas à la hauteur, vous avez beau mener une politique d'emploi, vous n'y trouverez pas votre compte. Quand on parle de gouvernance, tant que les hommes ne sont pas eux-mêmes dans le sens de comprendre que le bien public ou bien commun appartient à tout le monde, vous ne trouverez pas de solution. Voilà. Messieurs, nous venons de suivre le micro-trottoir d'à votre avis. Et en réalité, cette émission va tourner, comme je l'ai annoncé dans l'introduction, autour de deux questionnements. Quelle réforme prioritaire et comment on réforme? Monsieur Si, je vous donne la parole le premier. Merci beaucoup. Quelles sont les réformes prioritaires selon vous à même d'induire les changements positifs? Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à ce débat. Au lieu de dire les réformes prioritaires, moi je dirais la réforme prioritaire. Vous savez, dans les années 2000, l'année des cinquantenaires, quand nous étions en train de festoyer les cinquantenaires de nos indépendances, à l'époque, j'étais président de l'Institut africain de la gouvernance. Et en septembre, on m'a demandé de faire un éditorial pour l'Institut à l'occasion comme je suis malien, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance, du cinquantenaire de l'indépendance du Mali. Et j'ai fait un papier que j'ai intitulé, un papier de 2 pages que j'ai intitulé « Le Mali, une nation qui cherche encore un État ». C'est comme ça que je l'ai appelé. C'était pour moi une façon de dire, depuis l'indépendance, jusqu'au cinquantenaire, et je crois que jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs quand il y a eu la crise de 2012 qui a éclaté, j'ai même fait un papier que j'ai appelé « L'État devient une menace pour la nation ». Donc pour moi, il y a plusieurs secteurs à réformer, parce que c'est des boîtes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Mais la réforme de profondeur avec laquelle il faut commencer, derrière laquelle on court depuis des années, c'est la réforme de l'État. Vous savez, nous avons un État qui est en crise. On n'a pas besoin d'être spécialiste pour voir la crise de l'État. Elle est dans la rue, elle est visible. Comment s'exprime-t-elle, cette crise? Mais elle s'exprime par le comportement quotidien des Maliens, qu'il faut se mettre au bout de la rue, le non-respect de la loi, le non-respect des principes. Quand vous rentrez dans les milieux ruraux et que vous enquêtez un tout petit peu, l'imagination première de chaque Malien, c'est de se mettre à l'abri de l'État, se protéger contre l'État. Et ça s'aggrave. Ça s'aggrave. Plus on va dans les crises, plus ça s'aggrave. Tout dernièrement, quand j'étais dans le gouvernement, je suis allé à Gao.
Qu'est-ce que les jeunes de Gao nous ont dit? J'étais avec le Premier ministre Moussa Mara. Moi, j'étais ministre de la décentralisation et de la ville. Les jeunes de Gao nous ont dit, vous savez, nous ne sommes plus d'accord que l'État qui a fui, qui nous a abandonnés aux mains des djihadistes, nous avons résisté. Nous avons résisté avec les autorités traditionnelles, nous avons résisté. Donc ce même État ne retournera pas ici, nous ne serons pas d'accord. Nous ne serons pas d'accord. Donc la crise de l'État, à moins qu'on soit aveugle ou qu'on soit autiste, elle s'exprime tous les jours. Maintenant, soit nous sommes capables de le capter et d'engager résolument ces réformes de l'État et d'être persévérants. Regardez, tous les 10 ans, nous avons une crise. Et la crise qui vient est toujours plus grave que la précédente. La preuve aujourd'hui, la dernière crise dans laquelle on a du mal à sortir, la nation malienne, l'État malien a perdu le contrôle sur 2/3 de son territoire. C'est inédit. C'est une alerte. Très bien. Donc si on ne réforme pas cet État, j'ai peur qu'à la prochaine crise, on accommode, on bricole encore une fois, on gagne du temps. J'ai peur que la prochaine fois, on ne perde la totalité de ce territoire parce que l'État contrôle de moins en moins des choses sur ce pays. C'est illusoire. J'en parle en connaissance de cause parce que j'étais dans l'État. On va entrer dans le détail. Le temps de demander à Dr Niang, mais en précisant d'abord que notre réflexion doit aller au-delà du Mali, puisque nous posons le problème africainement, panafricainement, et je souhaite que cette réflexion puisse s'étendre. Ce que j'ai dit pour le Mali est valable pour tous les pays post-coloniaux africains. Très bien. Docteur Niang, alors je vous pose donc la même question. Je pense que d'abord il faut commencer à parler de quel État on parle. L'État post-colonial africain, 55 ans après les indépendances, et y compris dans ses turpitudes. Donc, si on réforme, on veut arriver à quel État? À un État où le citoyen sera au centre des préoccupations des politiques publiques. Nous avons défini au Centre sénégalais d'études stratégiques de façon compréhensive. Nous voulons un État qui soit plus responsable pour le relèvement des niveaux de vie et le plein emploi. Un État qui soit comptable de la défense stratégique de la nation ou des nations. Parce que le Mali aujourd'hui est une menace contre la paix internationale, contre toutes les autres nations. Nous avons besoin surtout d'un État qui a une capacité de réponse à la demande du citoyen en 3 R. La dignité retrouvée, la grandeur de la société restaurée, la croissance économique globale relancée selon une vision de globalisation de contenera, vous l'avez si bien dit que nous sommes dans la globalisation, qui a prospérité partagée à un niveau qui nous amène la stabilité, la paix et la sécurité pour tous. Comment on y arrive? Comment y arriver? Il faut la détermination. Mais je pense qu'il y a certains éléments, des conditions préalables. On y va, entrons dans les conditions. Qu'il faut citer. Allons-y. Je crois que Ousmane disait tout de suite, on va dans la rue, on va même dans la brousse, les indicateurs sont palpables. En venant même ici seulement tout juste, en essayant de trouver mon chemin droit, on me le fait zigzaguer. Parce que simplement, il y a une moto qui passe comme elle ne doit pas passer. Mais en réalité, il faut qu'on passe d'abord par la restauration de la responsabilité sociale de la famille. Il faut qu'on passe par la restauration du rôle social de la mère qui était une mère sociale. Une mère qui était reproductrice d'un géniteur connu de tout le monde. Pas de doute sur l'enfant qui est dans le ventre de la femme. Une mère qui était protectrice. Et une mère qui était éducatrice. Et dans une communauté de localité où la rue était protectrice et éducatrice de tout le monde. Chez Mariko, on a perdu ça complètement. C'est la première institution de la famille. La famille aujourd'hui, au moment où nous on grandissait, et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de familles qui maintiennent toujours la tendance, la bonne gouvernance sociale et culturelle, mais la plus grande partie aujourd'hui, le père n'est plus responsable de la famille. La mère ne se sent pas responsable vis-à-vis de son géniteur qu'il a choisi en signant un petit papier à la mairie. Il y a le renouveau du partenariat mondial pour le développement. C'est la globalisation. Les États africains sont nés après d'abord, j'allais dire d'abord, en 1436, ils sont devenus sous la coupe
des nations européennes chrétiennes. C'est la charte qui a été remise en 1496 à Cabo, et ses enfants, qui étaient sur leur bateau, d'aller découvrir toute localité avec des richesses. Et s'il n'y a pas un chrétien qui se trouve là-bas, d'appliquer la doctrine de la découverte chrétienne des ressources naturelles, qui était à principe de l'acquisition du titre de propriété de ces terres des païens et des infidèles. Nous sommes dans ça. Et on a pris l'indépendance, rien n'a changé. La Charte des Nations Unies est venue en 1945, rien n'a changé. La conférence des Nations Unies sur la monnaie est venue, vous l'avez si bien dit, à une monnaie de singe. Et dès que la France a eu son franc français dévalué par rapport au dollar après la conférence de Bretton Woods de 1945, il a créé le franc CFA. Et nous restons dans le franc CFA 55 ans après. N'est-ce pas? Donc tant que le partenariat mondial n'est pas réformé, et aujourd'hui pour un pays comme le Mali ou 16 autres nations qui sont sous des missions des Nations Unies, où on applique le chapitre 7 qui n'est pas approprié à l'heure actuelle dans un environnement asymétrique, on ne trouvera pas de solution à la crise ou à la menace dans laquelle se trouve un pays comme le Mali. Très bien. Et l'autre élément, c'est vraiment la coopération internationale. Elle est faite à un système financier mondial discriminatoire qui fait qu'aujourd'hui, le Mali est noté très bon élève en matière de croissance économique globale et le Mali est noté très mauvais élève en matière de développement humain durable. Et quand le président Ibeka a dit que j'étais à Abuja, j'étais tellement content quand il a dit que j'ai une croissance économique de 7,2%. Et il est parti à Colombiba, il a trouvé que sa population était dans le dénouement total. Il dit que j'étais le premier dans l'UEMOA plus ou moins en matière de croissance, mais il n'était que devant le Niger en matière de développement humain. Voilà la réforme de l'État, d'un État plus responsable, d'un État comptable, d'un État qui est en capacité de réponse à la demande que toi tu formes pour que tu retrouves ta dignité, pour que tu maintiennes la grandeur de cette société, parce que quand même, nous sommes d'une nation de grande société. C'est là le problème. Et la croissance économique qui est là, il faut qu'elle soit relancée autrement. Très bien. Alors, tous les deux, vous avez répondu partiellement à ma question. Moi, ce que je vous disais, ce n'était pas est-ce que c'est l'État qu'il faut réformer ou est-ce que c'est autre chose qu'il faut réformer. C'est la question que je vous posais et je vous la repose, Monsieur le ministre. C'est dans l'État, quels sont les secteurs prioritaires de la réforme? Je vais vous le dire. Je vais vous donner mon point de vue. Moi, je crois que si on se met d'accord aujourd'hui pour réformer l'État, parce que l'objectif que nous visons, et en profiter pour faire une parenthèse, c'est un État légitime, un État crédible. L'État que nous avons aujourd'hui n'est ni légitime ni crédible. Pourquoi n'est-il pas légitime? Il n'est pas légitime parce que c'est un héritage de l'État colonial. Comment aurait-on pu faire autrement? On aurait dû, à l'indépendance, instaurer tout un système politique, que l'État soit l'émergence de la société malienne elle-même. L'État que nous avons aujourd'hui est un État qui a été hérité des structures coloniales qu'on a essayé d'implanter. Comme on a dit, on a essayé de nous approprier. La greffe n'a pas pris. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs, un des objectifs de la réforme de décentralisation à la conférence nationale, c'était la décentralisation comme stratégie pour réformer l'État. On en est là encore. Donc, pour répondre de façon plus précise à votre question, un État légitime, c'est un État auquel la majorité de la population obéit sans contrainte. Un État crédible, c'est un État qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait. Alors, revenons à l'État légitime. Comment on y parvient? Dites-vous qui êtes réformateur. Dites comment... Aujourd'hui, je vous prends un seul exemple. Comment on met en place l'État? L'État, c'est les dirigeants, c'est les institutions. Comment on met en place nos institutions? Par les votes. Est-ce que vous pensez que vous avez dit, depuis 92, nous sommes dans le système de vote multipartiste démocratique. Est-ce que vous avez quelque part quelqu'un s'interroger sur la légitimité des résultats des votes? On s'interroge sur la légalité. Nous avons aujourd'hui dans ce pays des députés, des conseillers, des gens élus. La dernière élection partielle législative, un député, ce n'est pas pour indexer la personne, c'est général. Député élu par moins de 10% du corps électoral, où il y a légitimité. Je crois qu'il y a des pays où sur le taux de participation, ils ont trouvé des indicateurs. Si le taux de participation n'a pas atteint un certain niveau, on ne reconnaît pas les résultats de l'élection. 50%, 60%, on ne reconnaît pas les résultats. Mais personne ne se soucie de ça. Même si c'est un tiers des Maliens qui ont voté,
Il suffit d'avoir la majorité de ces 1 tiers, on est élu. Bon, ça interroge la légitimité des dirigeants. Alors très bien. Donc ça, c'est le choix de nos dirigeants. Voilà. Donc vous êtes déjà, disons, dans le secteur des institutions. Oui, j'arrive. La nature de l'État. Voilà. Je crois que la nature de l'État même, il faut la réformer. Parce que nous avons quoi, État? Nous avons des États aujourd'hui centralisés, unitaires centralisés. Or, à l'évidence, ces États veulent gérer des nations plurielles, diverses. C'est pour ça, toute expression de la diversité est perçue par notre État comme étant une menace. C'est du jacobinisme que nous avons hérité. Alors, donc, je crois qu'aujourd'hui, oui, il faut, si on veut changer, mettons dans notre texte fondamental, la Constitution, que nos États, pour ne pas parler simplement du Mali, parce que c'est le cas du Mali est valable partout, dans tous les États postcoloniaux, nos États sont des États unitaires, pluriels, ou divers, ou décentralisés. À ce moment-là, on introduit l'idée institutionnelle que c'est des États unitaires, mais divers, qui respectent, nos sociétés respectent la diversité. Quand il y a une parenté à plaisanterie entre un bobo et un peul, entre un dogon et un sorail, mais c'est le respect de la diversité, c'est dans notre société. Mais l'État est incapable, l'État post-colonial que nous avons aujourd'hui a peur de ça. Je poursuis. Les institutions et le nombre des institutions. Est-ce que nous avons copié ça dans la Constitution de 58 Constitution française. Française, que les Français même sont en train de se débarrasser. Est-ce qu'on s'interroge sur l'efficacité et le coût et l'utilité même de certaines de ces institutions? Lesquelles, par exemple? Donnez un cas. Je prends le cas. Donnez un cas, mais sans préjuger. Je prends le cas de la Cour constitutionnelle. Je prends le cas du Conseil économique et social. Vous pensez que leur existence est superfétatoire? J'ai entendu ici des gens dire la Cour constitutionnelle, c'est un conseil sage. C'est-à-dire que dans l'esprit, je dis bien dans l'esprit, c'est-à-dire que dès que cette institution statue, même si on n'est pas d'accord, on accepte. C'est la règle. Mais j'ai entendu des hommes politiques imminents, des intellectuels imminents dire la Cour constitutionnelle a décidé, nous on n'est pas d'accord. Donc ça veut dire qu'on ne comprend même pas le sens des institutions qu'on est en train de gérer. Ce que je dis pour la Constitution, la Cour constitutionnelle vaut pour le Parlement, vaut pour beaucoup de choses. Il faut qu'on voit le nombre de nos institutions. La notion d'État modeste, qui a une concordance avec nos capacités, le Cap-Vert. Le Cap-Vert aujourd'hui, c'est pas pour rien que le Cap-Vert est classé parmi les, même si on le met entre des pays émergents. Quand vous allez au Cap-Vert, mais le train de vie, les institutions en concordance avec le niveau de vie du pays. Mais nous, il suffit d'observer. Il y a un décalage comme ça entre le train de vie des institutions et les gens vivent. Docteur Niam, est-ce que vous abondez dans ce sens-là, ou est-ce que vous pensez que dans les priorités des secteurs à réformer, il y a d'autres aspects qui sont différents, mais peut-être complémentaires de ce que le ministre Si a abordé, mais sur lequel il va continuer tout à l'heure lorsque vous aurez... J'ai d'autres développements. Oui, bien sûr. Moi, je mettrai l'accent premier sur le secteur social. La restauration de la responsabilité sociale de la famille. La mère sociale. Je mettrai le second là-dessus sur qui est l'éducation de façon générale aussi, n'est-ce pas? L'éducation civique et morale. Mais le secteur agricole, avant tout, c'est la base du développement humain durable avec sécurité alimentaire pour tous. Expliquez-nous ça. Non, Marco, si on reste ensemble 24 heures. Oui, non, vous avez 3 minutes, pas 24 heures. Et que moi je mange, je vous laisse dans le petit coin toujours assis. Vous trouverez que l'agriculture est essentielle pour tout. Vous avez 3 minutes. Pour tout pays. Donc l'agriculture, je pense qu'il faut que l'agriculture familiale africaine, comme nous l'avons connue dans les années, encore dans les années 70, comment elle était organisée, elle était la base du développement humain chez nous. Elle était la base de la sécurité alimentaire pour tous. Quand je grandissais, dans la cour, il y avait toujours des stocks de maïs qui étaient visibles à tout passant pour savoir que nous avons encore 2 ans de sécurité alimentaire assurée pour la famille. Et si le voisin a quelques problèmes, au crépuscule, il peut venir chercher ce qu'il veut sans qu'il y ait quoi que ce soit.
il y a le secteur minier qui doit être réformé. Le secteur minier aujourd'hui, c'est la source de vulnérabilité, d'attaque des communautés de localité. Parce que ce qui se passe, en fait, l'application de la doctrine chrétienne, qui a un choc maintenant avec la doctrine islamique, fait qu'aujourd'hui, la présence d'une usine de production d'or dans une communauté de localité est une menace à la paix des ressortissants de cette communauté. Donc, le secteur minier doit être le secteur de défense et de la sécurité. En réalité, aujourd'hui, la compréhension que nous avons de la défense militaire n'est plus appropriée. Il faut voir la défense comme étant un système de défense. La défense civile, la défense économique et la défense militaire. Donc ça, ce sont des secteurs en plus de ce qu'il a dit. Bon, il a mentionné le Conseil économique et social, mais n'est pas revenu là-dessus. Le Conseil économique et social, normalement, ce sont vraiment les citoyens qui devaient être là de façon générale. Mais quand on voit le chef d'un parti politique ou de coalition des partis politiques à la tête du Conseil économique et social, eh bien, il y a problème. Quand on voit les députés qui ne peuvent plus jouer le rôle de veille et pour nous qui les avons élus là-bas, et qui sont là tout juste pour suivre ce que le gouvernement dit, quelle est la différence entre le législatif et l'exécutif? Quand on voit la justice qui se trouve sur un marché d'insécurité foncière et d'instabilité judiciaire, que sur le plus 10 ans, les magistrats sont des avocats magistrats et les magistrats sont aussi des avocats. Où est-ce qu'on s'en va? Cet État-là, il est à terre. Il ne te défend plus. Tu as même peur de voir l'État. On a peur de voir l'État. Parce que l'administration qui est là, et d'abord aussi, il y a quelque chose de très important. Un ministre me dit, je suis l'État. Je dis, non, tu es un fonctionnaire. Je dis, moi, j'ai commencé à être fonctionnaire en janvier 1972. Je me croyais à l'époque fonctionnaire au service de l'État. Mais si toi, tu dis que tu es l'État et que tu peux donner le titre de propriété d'un village sans se référer ni au chef de village ni au maire, que parce que toi tu es l'État, toi ministre tu es l'État, tu es l'émanation de l'État et tu es le pouvoir, tu es l'État, ils ont une mauvaise compréhension même de ce que c'est que l'État, ils ont une mauvaise compréhension de ce que c'est que le pouvoir. Donc ces gens-là, on doit les envoyer sur le tournant sénat pour la citoyenneté mondiale. Très bien. Alors, je fais un tout petit résumé synthétique avant que nous nous poursuivions. Aussi bien le ministre Sy que vous-même, docteur, vous avez abordé 4 grands secteurs, même si vous ne l'avez pas dit de manière formelle. Le premier, c'est le secteur politico-institutionnel. Absolument. Le second, c'est le secteur social. Le secteur économique et le secteur de la défense et de la sécurité. Avant que je ne redonne la parole au ministre Sy pour qu'il continue sur sa lancée, je voudrais que nous allions à Dakar, où nous allons prendre en duplex Gilles Yaby, que vous connaissez tout certainement. Gilles Yaby, un de nos grands amis, qui est fondateur et président du think tank citoyen pour l'Afrique de l'Ouest qui s'appelle Wati. Voilà, donc nous allons poser 2 questions à Gilles Yaby et puis ensuite nous continuerons notre débat. Alors, ce que je veux aussi préciser avant de donner la parole à Gilles Yaby, c'est que comme par hasard, le premier sujet sur lequel le think tank Wati s'est penché au cours de ce mois de septembre, en réalité, c'est la problématique des réformes en Afrique. On ne s'est pas concerté, mais je crois que la nécessité s'est fait sentir aussi bien du côté de Wati que du côté de, à votre avis. Alors, donc, nous allons à Dakar et bonsoir Gilles Yaby. Bonsoir M. Marico. Alors, dites-nous, quelles sont les réformes prioritaires, d'après vous, qui sont nécessaires, sinon indispensables, pour l'État post-colonial africain, 55 ans après les indépendances? Je crois que la question des réformes politiques et institutionnelles, elle est centrale pour tous les pays du continent. Et c'est d'ailleurs parce qu'elle est centrale que dans le cadre du débat du mois que nous initions au niveau de Wati, le think tank citoyen pour l'Afrique de l'Ouest, nous avons décidé de commencer par cette question des réformes politiques et institutionnelles qui sont les plus urgentes pour les pays de la région. C'est une question qui est cruciale parce qu'en fait, tout ce qui concerne les institutions, les
les règles qui gouvernent la société. Tout cela a un impact sur tous les aspects du fonctionnement de nos pays, du fonctionnement politique, du fonctionnement économique, du fonctionnement social et même de la relation entre les différents groupes au sein des États. Et je crois que en matière de réforme politique et institutionnelle, on ne pourra pas couvrir le spectre de tout ce qui est nécessaire, mais ce qui me semble être le plus important, c'est de comprendre que les réformes ne doivent pas être pensées en fonction des réalités du moment. Les réformes doivent être pensées en fonction de ce que nous souhaitons pour l'avenir des pays de la région. Et je crois qu'il y a une question centrale qui ressort déjà des échanges que nous avons dans le cas du Wati, c'est la question de l'équilibre des pouvoirs. On a bien vu dans beaucoup de pays du continent les grandes difficultés, voire les crises politiques parfois violentes qui sont liées à la compétition pour le pouvoir, qui sont liées aux échéances électorales et qui sont liées en fait à deux choses. La première, c'est que le pouvoir est extrêmement concentré dans les mains généralement du chef de l'État et que cette concentration fait que évidemment la course pour avoir le pouvoir est extrêmement tendue et au fond tous les moyens sont bons pour y arriver, pour le conserver lorsqu'on a déjà le pouvoir ou pour l'avoir lorsqu'on ne l'a pas. Et donc une piste importante pour l'ensemble des réformes, c'est de réussir à réduire au fond ce sentiment de toute puissance lié à une seule institution, l'institution présidentielle, et à pouvoir organiser autour de cette institution des contre-pouvoirs. Alors, Gilles Yabi, est-ce que vous pensez que nos échecs relèvent d'une question de facteurs humains, c'est-à-dire d'erreurs de casting en ce qui concerne nos leaderships? Je crois que c'est une question qui est très intéressante parce que lorsque je discute avec des amis et que j'estime que la question des réformes politiques et institutionnelles est importante, l'une des réponses consiste effectivement à dire au fond le problème que nous avons, nous ne l'avons pas avec nos institutions, nous l'avons avec nos hommes, avec les personnes qui occupent à un moment donné certaines positions au sein de ces institutions. Mais je crois que ce qu'on oublie, c'est que les institutions véhiculent des messages. Lorsque vous avez, par exemple, je prends un conseil constitutionnel ou une cour constitutionnelle. Lorsque vous regardez le mode de nomination des membres d'un conseil constitutionnel, si vous avez un conseil constitutionnel dont les membres sont tous nommés par le président et vous n'avez pas de critères extrêmement précis sur les années d'expérience, sur la compétence, sur l'intégrité des membres d'une telle institution, évidemment, vous courez le risque d'avoir une institution qui apparaît comme étant une institution de contre-pouvoir, mais qui ne l'est pas finalement parce qu'elle est totalement dépendante de ceux qui nomment les membres. Et donc, alors que si vous choisissez un autre type de conseil constitutionnel ou que vous en faites une cour constitutionnelle avec des prérogatives plus importantes et que vous avez également une sélection qui libère réellement les personnes qui occupent ces fonctions de toute pression politique et de toute pression économique, vous allez avoir plus de chances d'avoir une véritable indépendance. Vous n'avez pas de certitude, mais vous allez avoir plus de chances d'avoir une véritable indépendance. Merci Gilles Yabi de Dakar et au revoir. Excellente soirée et à la prochaine. Merci à vous. Messieurs, nous venons d'entendre donc le point de vue de M. Gilles Yabi qui, comme je l'ai dit, est un chercheur, un intellectuel africain, un consultant en matière politique. Ce qu'il dit me permet de relancer donc notre débat et de demander au ministre Si de reprendre la parole. Je suis d'accord sur ce qu'il a dit. Je pense que, pour moi, c'était une préoccupation. D'ailleurs, je voulais continuer sur ça. La répartition et l'équilibre des pouvoirs dans nos pays, dans nos États, c'est extrêmement important. Parce qu'effectivement, il y a un déséquilibre total. Dans la réalité, qui ne respecte même pas l'esprit des textes. Aujourd'hui, quand vous voyez nos États fonctionner, les présidents ont pratiquement absorbé les pouvoirs des premiers ministres. Or, nous sommes tous dans des systèmes mixtes. Le Premier ministre est une institution séparée de la présidence. En tout cas, un régime semi-présidentiel. Semi-présidentiel. Normalement, or, la présidence a absorbé complètement. Le Premier ministre devient un auxiliaire du président.
Bon, je crois que déjà, ça veut dire un problème. Je crois que, donc, est-ce que culturellement, nous ne sommes pas formatés de manière non dite pour n'accepter qu'un chef? Ça se dit, et pas une pluralité de chefs. Je ne sais pas, moi je n'en sais rien, je pose la question. Ça se dit, les anthropologues coloniaux et occidentaux disent ça de nos sociétés, mais j'y crois pas. Quand vous regardez à la base de nos sociétés, l'exercice du pouvoir a toujours été pluriel. Mais pourquoi le chef est-il l'alpha et l'oméga? Je crois que ça, à mon avis, ça nous vient de la colonisation. Le gouverneur, le commandant et tout ce qui suit. Parce que j'étais chercheur en milieu rural. Ma carrière a commencé comme chercheur en milieu rural. J'ai beaucoup observé comment la société en milieu rural fonctionnait à la base. Comme je vous disais, quand vous regardez les institutions villageoises, il y a un chef de village, il y a un chef de terre, il y a un chef de jeunes, il y a un chef de... Donc, il y a une pluralité de partage de la responsabilité. Bien sûr, c'est organisé, mais il n'y a pas de pouvoir despotique unique. Moi, je pense que ça, c'est mon point de vue. Ça nous est venu de la colonisation. Maintenant, je continue. C'est pour ça, d'ailleurs, nous avons toujours des systèmes de pouvoir un peu bancal. Ce que moi j'appelle... Bien sûr, il y a quelques pays africains qui ont réussi à les rattraper, mais dans la grande majorité, il y a un pouvoir qui existe dans la réalité, mais qui est complètement oublié dans nos constitutions. C'est les chefs coutumiers traditionnels. Prenez la constitution malienne, vous lisez de bout en bout, vous ne voyez nulle part une référence au chef coutumier traditionnel. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Si vous allez au Bénin, au Niger, au Nigeria, mais c'est pour ça que je dis, ce n'est pas... Mais Burkina, quand vous regardez le fonctionnement de ces sociétés, elles sont plus équilibrées que chez nous. Et je crois que ça, bien qu'on essaie de leur faire jouer un rôle, mais on leur donne aucune existence institutionnelle. En fait, c'est des supplétifs. On les instrumentalise. Donc, on les laisse à la merci des politiciens, des agentiers, des extrémistes quelconques. Or, je crois que si on institutionnalise, on leur donne des pouvoirs précis, on leur donne des moyens précis pour exercer ces pouvoirs-là. Je crois que c'est tout ça, aujourd'hui, qu'il faut qu'on ait le courage d'aller interroger. Et je pense aussi qu'il faut la forme de démocratie que nous avons tous opposée en 91, la démocratie représentative, certes. Il ne s'agit pas de revenir là-dessus. La bolle. Mais je crois qu'à côté de la démocratie représentative, il y a d'autres formes d'expression de la démocratie. Et la démocratie est participative, à laquelle il faut donner un contenu, une existence. Pourquoi dans nos pays, en dehors de l'adoption de la Constitution, on ne fait plus de référendum? Personne ne te parle de référendum. Or, on peut faire des référendums sur d'autres questions importantes. C'est cet accord-là qu'on vient de faire le référendum. L'accord, vous voulez dire l'accord d'Alger? Bon, je donne cet exemple. L'accord d'Alger. Il y a beaucoup d'autres choses importantes qui concernent la vie de la nation. Ni le gouvernement, ni l'Assemblée seule ne sont habilités à décider ça. Si on veut un pays plus stable, plus partagé, il faut peut-être penser à aller à des référendums sur des questions comme ça. Pour qu'il y ait une dose de démocratie participative dans la démocratie représentative. Très bien. Mais le temps passe. Il ne nous reste plus que 10 minutes, me signale-t-on. Donc, nous allons aborder la deuxième question. Comment réforme-t-on un État comme nos États? Docteur Niam, comment on réforme? Parce que le tout n'est pas de dire que ça vaut rien, il faut tout ça. Mais on fait quoi? Comment on fait? En période de crise, les chercheurs ont la part belle. Quand il y a eu le printemps arabe et la Tunisie, le printemps arabe et l'Égypte, et le printemps arabe et la Libye raté, au niveau de l'Université nationale de la défense américaine, le Centre d'études stratégiques, nous avons fait un rapport spécial qu'on a intitulé L'Afrique et le printemps arabe, une nouvelle ère d'espoir démocratique. En réalité, on veut reconnaître que le pouvoir ne doit pas être concentré dans la main d'une seule personne. Qu'il y a 3 groupes d'acteurs. La classe politique, qui renferme aussi les partis politiques au pouvoir et dans l'opposition organisée au niveau de l'Assemblée nationale. La communauté des affaires qui est en charge aussi de la stratégie de création et d'extension de richesses.
et la société civile, qui devrait avoir même en son sein une bonne coordination nationale de veille citoyenne et stratégique, qui s'assure surtout que la classe politique, celui qui est au pouvoir, qu'il a des stratégies de stimulation, des stratégies de sécurité qui sont conformes à la demande du citoyen en 3 R, la dignité retrouvée, la grandeur de la société restaurée, la croissance économique relancée. Comment on y arrive, Dr Niang? Comment on y arrive? Là, concrètement, comment on y arrive? Parce que on connaît les échecs, les fragilités. On sait ce qu'il faut faire. Il faut réformer. Le ministre Sy a donné un certain nombre d'axes sur lesquels les réformes doivent porter. La question que je vous pose, c'est comment? Le modus operandi. Je crois que dans la première partie de votre programme, il y avait la rupture, n'est-ce pas? Absolument. C'était la réforme ou la rupture? Non, il faut la rupture de la gouvernance actuelle. Il faut aller vers un système de bonne gouvernance qui renferme la gouvernance sociale et culturelle, la bonne gouvernance économique d'entreprise, la bonne gouvernance politique et administrative et la bonne gouvernance régionale et globale. Il faut réformer aujourd'hui le système des Nations Unies qui est à la base du mouvement de globalisation. Les institutions de Bretton Woods, comme le secrétaire général des Nations Unies l'a dit, il a lancé un cri. Il dit que nous sommes dans la tyrannie du statu quo, entretenue par des gouvernements et une ingénierie institutionnelle en mode de pilotage automatique. Tout ce que tu veux prendre comme réforme, ça arrive au niveau de pilotage automatique, on l'oublie. Parce que les tendances se sont installées dans la durée, mais qui défendent des intérêts de longue date, surtout pour les pays en voie de développement de leur capacité de création de croissance économique. Donc il est temps pour nous de voir que, si je prends un cas concret du Mali ou de l'Afrique de façon générale, que tu ne peux pas être noté bon élève en production de richesses et noté très mauvais élève en matière de rétention de richesses pour que tu sois dans un développement humain. Donc il faut casser cela. Cela revient maintenant à adopter une vision de globalisation de co-entrepreneuriat qui est axée sur la prospérité partagée, dans la stabilité, la paix et la sécurité. Ça revient à développer un système financier mondial qui n'est plus une fin en soi pour être discriminatoire, mais qui doit être, on a pris 15 ans là-dessus, dans le cadre de l'objectif numéro 8 de l'objectif du millénaire pour le développement, on n'a pas réussi. Mais c'est à l'Afrique aujourd'hui. C'est à l'Afrique aujourd'hui, région de croissance économique globale, région de croissance démographique globale, et région d'une très grande porosité où se mène la lutte d'extrême violence. C'est à l'Afrique de prendre la tête. Et moi, je dis, le Mali peut prendre, à cause de la crise actuelle, c'est une opportunité, dans la mesure où ils ont tout essayé avec nous depuis 2012, et qu'ils se sont rendus compte, après l'accord d'Alger, qui aurait dû passer par un référendum, ça n'a pas passé, mais l'accord d'Alger aurait dû passer d'abord par une analyse des causes profondes et des relations sous-jacentes pour expliquer mieux les problèmes. On réconcilie entre qui et qui. Entre le sud et le nord, c'est faux. On est là pour c'est un accord pour la paix. C'est faux dans la mesure où la résolution 2227-2015 nous dit que la MINUSMA ne s'intéresse ni aux djihadistes, ni aux narcotrafiquants, ni aux terroristes. Et ce sont eux qui sont les éléments qui ont fait la rupture de la paix dans notre pays. Je crois que la crise du Mali aujourd'hui, avec les chercheurs que nous sommes, si on accepte de mutualiser nos connaissances, et si on nous respecte, le Mali donne la chance à cette rupture du système de mauvaise gouvernance, et à nous extirper de la vallée de globalisation de co-entrepreneuriat qui est des déviations communautaires avérées, notamment en matière de finances et en matière et par rapport à l'intégrité qui est une valeur sociétale et culturelle universellement acceptée. Donc, réellement, comment y arriver? C'est une émission spéciale probablement, mais mon 3e livre porte sur le renouveau du partenariat mondial pour le développement et il décrit de façon détaillée comment y arriver, et nous sommes en train de former maintenant les gens pour pouvoir être en mode d'interpellation du système ancien, de la culture de globalisation de co-entrepreneuriat qui ne nous permet pas d'avoir une prospérité partagée pour s'en sortir. Et nous allons sortir bientôt. Donc on a vraiment un programme de 11 jours qui nous permettra, si nous sortons la prochaine fois, d'arriver à ça. Et la classe politique et le président de la République en particulier, il doit être mis dans son slot, comme on dit, à Djoroka. C'est-à-dire qu'il ne peut plus être le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir social. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à ce que la société civile soit instrumentalisée par les politiques, à ce que la classe économique soit instrumentalisée par les politiques. Il faut que cela s'arrête. Une rupture totale pour ça. Très bien, docteur Niang, nous arrivons à la fin. Je vous donne rapidement la parole pour que vous répondiez à la question de savoir comment est-ce que un État qui est assujetti à des forces exogènes telles que les nôtres peut être réformé.
En même temps, je vous demanderai, en conclusion, de nous donner votre point de vue sur l'actualité, ce qui est en train de se passer au Burkina depuis 24 heures et que je vous laisse qualifier. Vous savez, je crois que comme on réforme... moi, j'ai eu la chance de conduire une réforme dans mon pays, au Mali, ici. J'ai conduit la réforme de décentralisation. La première chose importante était qu'un constat qu'on est en crise. Déjà, il faut qu'on partage qu'on est en crise. Pour la réforme de décentralisation, ça a été fait à la conférence nationale, où il y a eu même une recommandation qui est sortie, qui est la fondatrice de la Troisième République. Si on est tous d'accord qu'on est en crise, à ce moment-là, on trace une vision claire et des objectifs. Où est-ce qu'on veut aller? Comme a dit Yabi, on ne réforme pas pour aujourd'hui, on réforme pour demain. Je crois que donc on se donne une vision, on se donne des objectifs clairs. Ensuite, il y a une volonté, un engagement, un soutien politique fort. Vous savez pourquoi la réforme de décentralisation démarrée dans les années 93 et tout a donné quand même quelques résultats malgré tout? Je suis très bien placé pour le dire, j'étais à la manœuvre. C'est parce que c'était un programme du président. Encore une fois, nous revenons. Encore une fois, nous revenons. C'est la réalité. C'est parce qu'il y avait une volonté politique au plus haut niveau de l'État de faire cette réforme. Donc, c'est ça qui a structuré la réforme. Ensuite, continuons, parce que vous n'avez plus beaucoup de temps. Et la mobilisation de l'ensemble des composantes de la société malienne. Là aussi, je vais vous peut-être faire une révélation. Quand nous nous sommes butés à la résistance de la bureaucratie. Parce que tout changement, tout à fait, induit une résistance. Quand nous sommes butés à la résistance de la bureaucratie, qu'est-ce que nous avons fait à l'époque? Nous sommes allés aux citoyens. On a créé ce qu'on appelait à l'époque les groupes d'études et de mobilisation, les GREM et les GLEM. Nous avons créé des espaces citoyens de débat et d'appropriation de la réforme. Voilà donc les conditions qu'il faut remplir pour qu'une réforme se fasse. C'est-à-dire d'abord, il faudrait qu'il y ait la volonté politique dans le leadership. Voilà. Deuxièmement, que le leadership soit en phase avec effectivement cette nécessité. Voilà. Troisièmement, que le peuple soit impliqué, en tout cas dans sa partie la plus élitaire, et que quatrièmement, probablement, que des moyens aussi bien juridiques, institutionnels, consulaires, etc., soient mis à disposition. Voilà les conditions de la réforme. Très bien. Alors, dernier point. Maintenant, par rapport au Burkina. Bon, oui. Burkina, c'est malheureux. Je crois qu'il y a encore, malheureusement, dans nos pays, il y a des militaires qui n'ont pas compris qu'on a passé l'ère des coups d'État militaires. Mais, je comprends, c'est des combats d'arrière-garde, c'est un combat inachevé qui continue. Bon, les RSP, le régiment de sécurité présidentielle, c'est le reste de Blaise Compaoré. Bon, parce que Djendéré qui est aujourd'hui le compagnon, l'homme de main, c'est un homme à tout faire de Compaoré. Compaoré est parti, il est resté. Je crois que peut-être qu'il n'a pas comme projet de faire revenir Compaoré, mais il sauve sa tête et toute la suite de Compaoré. Et c'est ce qu'ils vont essayer de faire d'ailleurs. Parce qu'en fait, ils savent très bien qu'ils ne vont pas prendre le pouvoir. Ce qu'ils vont essayer de faire, puisqu'une médiation va se passer, ils vont négocier pour sauver leur tête. Leur tête et leur bien. Voilà ce qui va se jouer dans les jours à venir au Burkina. Très bien. Dr Niang, vous avez le mot de la fin. Mais je vous pose la même question. Oui. L'actualité au Burkina aujourd'hui n'interpelle-t-elle pas, non pas nos consciences, mais notre histoire? Oui, en réalité, le Burkina avait donné un peu d'espoir que les citoyens peuvent faire la chose sans que ça devienne trop brutal, même s'il y a eu des casses, on a brûlé le Parlement. Mais il y a le manque de maturité encore de la société civile, c'est-à-dire le balai citoyen, qui aurait dû être dans un réseau africain de coordination nationale de veille citoyenne et stratégique, où on travaille ensemble, que quand il y a un truc comme ça, on se soulève tous, et puis le message, il est fort. Ce n'est pas seulement Macky Sall en tant que président de la CEDEAO qui va partir, mais c'est les membres du réseau africain de coordination nationale de veille citoyenne et stratégique qu'on est en train de mettre en place, où on a reçu la visite d'un Sénégalais il y a quelques 2 ou 3 jours. Donc, c'est une leçon.
c'est une crise de croissance. Alors moi, je m'excuse de vous interrompre. Dernière question, mais je vous la pose à vous très rapidement parce qu'il paraît qu'il nous reste 45 secondes. Mais ça me brûle les lèvres, il faut que je vous pose cette question. Pourquoi est-ce que nos institutions régionales et même les relations de voisinage d'État ne sont pas suffisamment proactifs pour que de manière anticipative, lorsqu'on sent que le feu va prendre quelque part pour des raisons de mauvaise gouvernance, pourquoi attend-on? Je vais vous donner une réponse rapide avant que Nyang réponde. C'est des organisations gouvernementales. Ce ne sont pas des organisations citoyennes. Moi, j'ai l'habitude de poser la question à la CEDEAO et à l'Union monétaire ouest-africaine. J'ai dit, bon, on nous dit qu'on est citoyen de la CEDEAO et on est citoyen de l'Union monétaire ouest-africaine. Mais moi, je n'ai pas le droit de créer une association à cette échelle-là. Je n'ai pas le droit de créer un parti politique à cette échelle. Si aujourd'hui je vais créer une association qui travaille à l'échelle de l'UMOA, je suis obligé de le faire présider par les Maliens. Il faut que la majorité des membres soient des Maliens. Je ne peux pas mettre un Malien, un Burkinabé, un Sénégalais, un machin. Il n'y a pas de statut. Oh, il faut qu'on ait la citoyenneté. CEDEAO, il faut qu'on ait la citoyenneté. À ce moment-là, les regroupements ne seront pas simplement des regroupements gouvernementaux, ça va être des regroupements citoyens. Ce qui vient de dire, s'il y a une crise au Burkina, des Maliens, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Togolais peuvent se lever. Oui, merci. Oui, d'accord, monsieur le ministre. Mais pourquoi est-ce que, je donne un cas tout à fait précis, le Burkina doit avoir 6 ou 7 frontières, donc 6 ou 7 États qui sont tous membres de la CEDEAO et qui sont voisins. Pourquoi les chefs d'État de ces pays-là, sachant ce qui est en train de se passer dans le pays, ne prennent pas leur avion au lieu d'aller se balader à Paris ou à Hong Kong? Pourquoi ne viennent-ils pas dire, mon frère, il y a des problèmes là, il faut anticiper? Qu'est-ce qui se passe? C'est le club des chefs d'État là-bas. Il est en train de dire, n'est-ce pas? C'est en réalité la formule que nous avons trouvée, c'est d'avoir des coordinations nationales de veille stratégique et citoyenne et nous mettre en réseau africain. Nous sommes indépendants parce que nous sommes des citoyens. C'est la citoyenneté mondiale que nous réclamons ici, aussi bien qu'africaine. Et là, maintenant, on anticipe parce qu'on est de la veille. Et on est stratégique. Et maintenant, on est citoyen parce qu'on va intervenir pour dire que cela, c'est pas comme ça que cela doit se faire. Le principe, surtout, qui doit être une nouvelle norme de gouvernance démocratique doit être introduite partout dans le monde. C'est le principe de leadership inclusif et partagé. Que les politiques ne croient pas toujours que si ils ne disent pas quelque chose, ça ne se fera pas. C'est-à-dire qu'il faudrait, d'après ce que vous dites, et nous allons nous en tenir à cela, que l'objectif auquel nous devons arriver maintenant, c'est la mise en place d'une société civile transnationale. Exactement. Absolument. Merci. Et qui a sa responsabilité, qui est leader dans son domaine. Merci. On puisse créer des associations. Voilà. Merci, Monsieur Si. Voilà. Merci, Dr Nyang, de nous avoir accompagnés, d'avoir débroussaillé un peu ces sujets très compliqués, mais qui sont des sujets qui intéressent essentiellement les Africains et le futur des Africains. Mais je suis sûr et certain que en d'autres circonstances, nous reviendront sur ces débats. Mais voilà 3 émissions qu'Africable Télévision a faites pour justement y arriver. Une bonne série. Voilà. Merci pour vos paroles aimables que je partage avec toute l'équipe dans votre avis, puisque comme j'ai l'habitude de le dire, c'est Mariko qu'on voit à l'écran, mais derrière Mariko, il y a toute une équipe. Et mon jeune frère aussi qui a permis de donner le cadre. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci Marco. Mesdames et messieurs, je vous demande de continuer à être fidèles au programme d'Africable Télévision. Je vous recommande de faire le bien autour de vous. Aimez-vous les uns les autres. Soyez positifs en tout. Et je vous souhaite à tous beaucoup d'excellentes soirées. Merci et à plus tard.